fin octobre dernier, Rami Semboum, une femme israélienne porteuse d'un embryon qui n'était pas génétiquement le sien il y a 9 mois, a donné naissance à une petite fille au centre médical Sheba, près de Tel Aviv. L'erreur s'est produite pendant un traitement de fertilité au centre médical Asuta, cette fois-ci à Rishon LeZion. Les supposés parents biologiques ont affirmé qu'ils allaient demander la garde de l'enfant. La femme enceinte et son mari veulent en faire de même. Et depuis, les autorités sanitaires israéliennes ont annoncé, il y a quelques semaines, à la fin du mois de novembre, qu'elles suspendaient les recherches visant à identifier les parents biologiques. Une décision faisant suite aux résultats négatifs de premiers tests menés par un couple qui était considéré comme étant les géniteurs probables. Mais nouveau coup de théâtre ce matin, en contradiction avec cette décision du ministère de la Santé, la justice israélienne a ordonné la poursuite des tests génétiques afin de retrouver les parents biologiques du bébé. 6 parents biologiques potentiels de cette petite fille qui s'appelle Sophia s'était en effet tournée vers les tribunaux. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire hors norme, Rami Semboum ? D'abord, heureusement, elle est hors norme. Tout ce qui est lié à la fécondation, à la fécondité, à la naissance, est un sujet essentiel de la personnalité humaine, de la nature humaine. De l'identité aussi. De l'identité, absolument. Alors on sait que pour le judaïsme, la filiation est une notion importante. Autrement dit, même ce que les techniques de procréation modernes permettent n'est pas toujours forcément bienvenu. Pourquoi donc ? Alors c'est vrai que les techniques de procréation d'aujourd'hui ont permis de résoudre beaucoup de difficultés d'infertilité qui seraient restées sans solution dans les générations passées. Mais ça ouvre peut-être d'autres problèmes inconnus jusque-là. Ouais, voilà, justement. Comment fait-on pour assurer l'identité d'un enfant qui naîtrait, par exemple, en élargissant le problème, qui naîtrait d'une mère porteuse, qui naîtrait à partir d'un ovule ou de spermatozoïdes qui ne seraient pas ceux des parents qui prétendent l'avoir et qui ne sont finalement que des parents adoptifs, sans même parler des difficultés de filiation très simples, même sans aller jusqu'au fond des choses. Mais comment sait-on que tel enfant n'est pas, par exemple, un enfant adultérin ? Ce qui est important au regard de la loi juive, même si, bien entendu, l'enfant n'est pas condamnable pour de telles choses. Malgré tout, cela trouble un petit peu tous les repères traditionnels que nous avions et qui constituaient la base de la civilisation, pas seulement juive, mais la base de toutes les sociétés humaines. C'est ce qu'on appelle la mamzerout, et cet enfant aura des difficultés par la suite à se marier, disons, classiquement. Sauf à dissimuler ses faits. Mais on imagine ce que ça représente pour un enfant qui serait conduit à dissimuler sa nature, d'où il vient, qui sont ses parents. Parce que simplement, il y a des décisions qui ont été pensées en fonction des possibilités techniques ouvertes nouvellement, et non pas en fonction de ce que cela implique d'un point de vue éthique. Alors, est-ce que cela signifie qu'il faut renoncer à toutes ces techniques ? Et du coup, avant d'arriver à cette grande question-là, vous êtes plutôt du côté des autorités du ministère de la Santé ou de la Justice, la décision de la Justice ? Est-ce qu'il faut arrêter ou aller plus loin pour essayer de découvrir la vérité ? Je crois que pour le bien de l'enfant, il faut aller jusqu'au bout, il faut savoir qui il est. Il voudra savoir qui il est. Il faut se rendre compte qu'ici, des parents qui finalement sont certes concernés, mais au 2e degré, sont en train de décider de l'identité de cet enfant-là qui est le premier intéressé dans cette affaire. Bien entendu, il est trop jeune pour qu'on lui demande son avis, dira-t-on. Mais ça peut conduire à des troubles d'identité par la suite pour cet enfant si la lumière n'est pas faite ? Mais c'est très clair. Autrement dit, il se retrouvera vivant avec des parents qui ne sont pas les siens, alors qu'il en croisera d'autres peut-être dans la rue qui lui diront un jour « Ah bien tu sais, tu étais mon fils mais nous n'avons pas pu te récupérer ». Les juges dans leur sagesse ont décidé que c'était impossible. Donc effectivement, il faut savoir qui est cet enfant, il voudra le savoir. Et la vision humaine, qui est la vision juive, mais la simple vision d'un être humain construit, eh bien c'est à cela que cela devrait nous conduire. Nous devons avoir une conscience claire de ce que nous faisons pour l'avenir d'un enfant qui se trouve dans cette situation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien sûr une situation hors norme, fort heureusement. Mais malgré tout, cela pose des vraies questions.
les techniques, comme on l'a dit, les nouvelles techniques de procréation ont résolu les problèmes de nombreux parents, de nombreuses femmes qui le vivaient très mal. Et c'est effectivement une excellente chose. Donc il n'est pas question, du point de vue du judaïsme, des autorités rabbiniques, de fermer cette possibilité, de la rendre... Non, bien sûr, mais interdite. de l'encadrer, de la codifier, de la conserver humaine, de ne pas croire qu'on fabrique un enfant comme on fabrique une machine et que finalement, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, parce qu'on aura réussi matériellement la fabrication. On parle d'un être humain. On parle d'un être humain, on doit prendre garde à sa conscience, à ce qu'il représente. Est-ce que le Talmud, alors évidemment il faut remonter à plus ou moins 2000 ans, avait déjà d'une certaine manière un peu anticipé ces problématiques de troubles dans l'identité, même si ces techniques évidemment n'existaient pas encore? Alors, la question de l'identité est constante en réalité. Vous citiez tout à l'heure le problème de la mamzerout, de l'enfant conçu par une femme déjà mariée par ailleurs. Il s'agit d'un véritable problème d'identité. L'enfant qualifié de mamzer, lorsqu'il est très mal traduit en français, et on évitera de le traduire, on se contentera de ce statut juridique, c'est ce que c'est en réalité. L'enfant qui a été conçu dans les conditions qui en font un mamzer n'est pas un enfant déclassé, c'est un enfant au plein sens du terme. D'ailleurs, il est tenu à l'accomplissement de tous les commandements de Dieu, comme n'importe quel juif, mais simplement, il se trouve qu'il a un vrai trouble d'identité qu'on ne sait pas. Au point que le Talmud va jusqu'à nous dire que quand un enfant naît dans ces conditions-là, l'autel du temple, c'est une figure, bien sûr, c'est une image, mais malgré tout, elle est très grande et très impressionnante. L'autel du temple verse des larmes sur son sort. Pourquoi ? Mais parce que on ne l'a pas aidé, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas conçu comme il fallait. Aussi, cette interrogation doit être en réalité à la base de toute notre préoccupation. L'idée, c'est de rester humain. Non pas de se prendre pour des demi-dieux qui pouvons changer les choses, changer les règles de base. Nous sommes des êtres humains et il faut nous faire à nos limites, nous faire à ce que nous sommes. C'est la meilleure manière, contrairement aux apparences, de se libérer. Je voudrais qu'on se tourne encore vers le Talmud pour essayer d'aller encore plus loin dans cette problématique. Le couple en question a fait part cette semaine de sa volonté de poursuivre la clinique Assuta d'Ashdod à l'origine de cette erreur-là, à hauteur de 10 millions de shekels, ça représente à peu près un peu moins de 3 millions d'euros. Les poursuites porteront sur la négligence présumée de la clinique ainsi que sur la détresse causée au couple. Est-ce que ça se rapproche de la catégorie des dommages qui sont parfois intégrés dans le Talmud, dans le calcul du nézek, comme on dit, du dommage causé à quelqu'un. Ah, mais il est clair qu'il y a ici un dommage. Et qu'il est multiple. Ah oui, tout à fait. La moindre des choses, c'est effectivement de se demander ce qu'a fait la clinique. Malgré tout, on n'a pas abordé cet aspect du problème qui est, dans une affaire de ce type, relativement secondaire, évidemment. Mais il est vrai qu'au sens talmudique, c'est un véritable nézek. Il y a eu non-respect d'une volonté, il y a eu... même inconsciemment, involontairement bien sûr, et ce sera au juge de l'apprécier, mais il y a eu mépris pour le confort, le bien-être de ce couple qui souhaitait un enfant, qui avait ce souhait légitime et qui avait placé sa confiance dans des professionnels qui, eux, n'ont pas jugé utile de prendre les précautions nécessaires. Et cela doit être sanctionné clairement. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Chaim Nisséboum, d'avoir été avec nous. Judaïsme dans la cité, à retrouver notamment en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio